Regardez une image satellite de la rivière Détroit en ce moment précis. D'un côté, le vieux pont Ambassador, construit en 1929, saturé, craquant sous le flux incessant de dizaines de milliers de camions par semaine. De l'autre, le pont Gordie Howe, massif, neuf, une infrastructure à 9 milliards de dollars, conçue pour alimenter l'économie continentale pendant les 6 prochaines décennies. Ce pont devait ouvrir dans les prochains jours. Il devait symboliser l'engagement durable entre deux économies profondément imbriquées. Mais il y a moins de 72 heures, la Maison-Blanche a pris une décision qui a tout changé. Un mémorandum interne, confirmé par 3 sources indépendantes proches du département de la sécurité intérieure américaine, a ordonné la suspension de tout déploiement d'agents douaniers vers le nouveau poste frontalier de Windsor-Détroit. En termes simples, le gouvernement Trump refuse d'envoyer ses propres fonctionnaires dans les guérites. Et sans agents fédéraux américains, le pont ne peut légalement pas ouvrir. C'est une obstruction administrative, délibérée, calculée et politiquement chargée. Le calcul de Washington semblait si limpide: priver le Canada de l'accès à cette infrastructure critique, laisser 7,8 milliards de dollars de commerce quotidien s'étrangler sur le vieux pont, puis imposer des conditions inacceptables en échange de la coopération américaine. Destruction du système canadien de gestion de l'offre laitière. Interdiction totale des véhicules électriques d'origine chinoise. Et, détail ahurissant, une redevance de sécurité de 1146 dollars américains par camion traversant la frontière. C'est ce que le président américain appelle une négociation. Ce que Trump n'avait pas anticipé, c'est la réponse qui était venue clé d'Ottawa. Pas une panique, pas un appel téléphonique suppliant vers Mar-a-Lago, pas un communiqué d'apaisement. Mark Carney est entré dans une salle de presse, a regardé les caméras sans ciller et a activé un levier que beaucoup à Washington n'avaient simplement pas vu venir. Ce qui s'est passé dans les heures suivantes a fait trembler les marchés obligataires, fait monter le dollar canadien et rendu Wall Street nerveuse d'une façon très particulière. Voici exactement pourquoi. Le corridor Windsor-Détroit représente environ 28% de l'ensemble du commerce bilatéral entre les États-Unis et le Canada. On parle d'un flux qui oscille entre 438 et 982 millions de dollars chaque jour selon les relevés de Statistique Canada et du Bureau du recensement américain. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est le flux sanguin de l'industrie automobile nord-américaine. Une pièce automobile standard, un injecteur de carburant, un module de transmission, un composant de châssis traversent cette frontière jusqu'à 6 fois avant que le véhicule final soit assemblé. 6 passages, 6 douanes. Si vous ralentissez ce flux de 4 heures seulement, les chaînes de montage au Michigan, en Ohio, en Indiana et au Kentucky ne ralentissent pas progressivement. Elles s'arrêtent net. Ce sont les propres usines américaines, avec les propres d'un travailleur américain, la propre production américaine qui cesse de fonctionner. Quand Trump bloque le pont, il ne punit pas le Canada, il coupe l'oxygène à Détroit. La déclaration officielle publiée par le bureau du Premier ministre canadien ne mentionnait ni Trump, ni les demandes américaines, ni le pont lui-même. Elle indiquait, dans un langage bureaucratique soigneusement choisi, que le gouvernement du Canada procédait à une évaluation du statut opérationnel des corridors d'infrastructures énergétiques dans la région des Grands Lacs. Ce langage administratif anodin est en réalité une bombe à fragmentation géopolitique. Voici pourquoi. La ligne 5 est un pipeline construit en 1953 qui transporte chaque jour du pétrole brut et des liquides de gaz naturel depuis l'Ouest canadien à travers le Wisconsin et le Michigan jusqu'aux raffineries ontariennes. Mais surtout, et c'est là que ça devient critique, jusqu'aux raffineries de Toledo, en Ohio, qui approvisionnent une bonne partie du Midwest américain en carburant. Ce pipeline fournit approximativement 58% des besoins en propane de l'État du Michigan. Il alimente directement le carburéacteur de l'aéroport métropolitain de Détroit. Il ravitaille les raffineries qui produisent l'essence vendue dans les États clés que Trump a absolument besoin de remporter politiquement.
Depuis des années, la gouverneure du Michigan milite pour la fermeture de la ligne 5 en invoquant des risques environnementaux. Et pendant toutes ces années, Ottawa a utilisé un traité bilatéral de 1977 pour maintenir ce pipeline en activité, au bénéfice des États-Unis. La menace voilée de Carney, c'est exactement ça. Si Washington refuse de coopérer sur le pont, le Canada pourrait cesser de défendre la ligne 5 dans les tribunaux. Ce ne serait pas une décision hostile. Ce serait simplement un arrêt de la défense d'un traité. Le Michigan manquerait de propane en 9 semaines. Les prix de l'essence dans les États pivots du Midwest doubleraient, voire tripleraient. La récession de pompes à essence, juste avant les élections de mi-mandat. Voilà ce que Carney a mis sur la table, sans prononcer un seul mot menaçant. Les marchés ont répondu. Et les marchés ne mentent pas, ils n'ont ni loyauté ni idéologie. À la minute où l'évaluation canadienne des corridors énergétiques a filtré dans les salles de trading, le dollar canadien n'a pas chuté comme les analystes pro-Trump l'avaient prédit. Il a progressé de 0,9% en moins de 2 heures. Pourquoi? Parce que les traders institutionnels savent lire une carte des ressources. Le Canada ne vend pas des gadgets électroniques remplaçables. Il vend de l'énergie, de la nourriture, des minerais critiques, les intrants sans lesquels l'économie américaine ne peut pas fonctionner. Simultanément, les contrats à terme sur le mazout du Midwest ont progressé de 7% en quelques minutes. C'est le marché qui envoie un message sans ambiguïté. Il croit que Trump bluffe et il croit que Carney a un vrai levier. L'argent intelligent à New York et Chicago ne parie pas sur une capitulation canadienne. Il parie sur une reculade américaine. L'absence totale de réaction des syndicats américains est peut-être le signal le plus révélateur de tous. Habituellement, ils applaudissent à toute mesure protectionniste annoncée depuis la Maison-Blanche. Les Teamsters, l'UAW, les grandes centrales syndicales qui ont soutenu Trump sur le dossier commercial, silence complet. Et cette absence est aussi éloquente qu'un discours. L'UATW sait ce que le pont Gordie Howe représente réellement pour ses membres. Ce n'est pas un projet canadien. C'est une infrastructure de survie pour l'industrie automobile de Détroit. Les syndicats savent que si ce pont reste fermé, Ford et General Motors perdent des milliards en contrats détournés vers des concurrents basés au Mexique et dans le sud des États-Unis. Ils savent que leurs propres membres en Michigan, en Ohio, en Indiana et en Pennsylvanie paieront le prix de cette obstruction politique. En ce moment, ils font pression sur la Maison-Blanche. Discrètement, mais fermement, il faut comprendre la psychologie qui gouverne les décisions de Washington depuis janvier 2025. L'approche Trump en matière de politique étrangère suit un algorithme identifiable. Créer une pression maximale, attendre que l'adversaire craque, obtenir une concession même mineure, puis déclarer une victoire historique. Ce schéma a fonctionné avec le Mexique sur la question des caravanes migratoires en 2019. Il a partiellement fonctionné avec les alliés de l'OTAN sur les dépenses de défense. Il a fonctionné, dans une certaine mesure, avec Justin Trudeau lors du premier mandat Trump. Le problème fondamental, c'est que ce modèle a été conçu pour des pays qui dépendent du marché de consommation américain. Le Canada n'entre pas dans cette catégorie. Les États-Unis ne peuvent pas simplement remplacer le pétrole canadien au Kazakhstan, les minéraux canadiens en Chine, l'aluminium canadien au Brésil. Pas à l'échelle, pas à la vitesse, et certainement pas au prix qui maintient une économie de défense et d'industrie compétitive. Trump utilise une stratégie de coercition du XXe siècle contre une économie d'interdépendance du XXIe siècle. Il croit tenir une porte qu'il peut verrouiller. Mais la frontière canado-américaine n'est plus une porte. C'est un réseau d'approvisionnement en temps réel qui ne peut pas être simplement éteint sans que les deux économies souffrent simultanément. Quand Trump bloque le pont Gordie Howe, il ne bloque pas des exportations canadiennes dans l'abstrait. Il ferme les portes de ses propres usines, il met au chômage technique ses propres syndiqués, il provoque l'inflation dans ses propres circonscriptions électorales. Il se donne un coup de poing au visage et attend que le Canada dise « aïe ».
Cette confusion entre levier économique et punition self-infligée explique les tweets frénétiques, les diatribes en majuscules, le silence inhabituel de la Maison-Blanche depuis que la déclaration canadienne a circulé. Mark Carney n'est pas Justin Trudeau. Cette distinction n'est pas un jugement de valeur, c'est une observation de méthode. Trudeau a essayé de gérer Trump par la diplomatie du charme, les références à l'histoire commune, les gestes symboliques. Carney est un ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Il a piloté la réponse financière du G7 lors de la crise de 2008. Il pense en termes de ratio de levier, de choc systémique et de prime de risque. Il traite Trump non pas comme un partenaire à convaincre, mais comme un actif en difficulté dont il faut gérer l'exposition. Regardez ce que Carney n'a pas fait depuis que cette crise a éclaté. Il n'a pas organisé une conférence de presse émotionnelle. Il n'a pas fait appel à l'ordre international fondé sur des règles. Il n'a pas tenté de charmer le président américain avec des références à la relation spéciale bilatérale. Il est allé directement au bilan. Sa stratégie s'appelle l'escalade asymétrique dans les manuels de géopolitique. Trump attaque un symbole, le pont. Carney répond en menaçant un système, le réseau énergétique continental. En ciblant implicitement les corridors énergétiques, Carney ne vise pas Trump. Il vise les donateurs et les lobbyistes qui financent le Parti républicain, les géants pétroliers, les raffineurs du Midwest, les sociétés de logistique qui dépendent du commerce frontalier. Il les force à décrocher leur téléphone et à appeler la Maison-Blanche eux-mêmes. Il externalise la pression. Il fait faire le travail par les propres alliés économiques de Trump. 3 scénarios se dessinent dans les prochains jours. Le plus probable, selon les signaux que les marchés envoient, c'est une reculade silencieuse de Washington. Wall Street appelle la Maison-Blanche. Le lobby automobile appelle la Maison-Blanche. Les syndicats font pression en coulisses. Trump annonce qu'il a obtenu une concession secrète, peut-être une promesse canadienne d'acheter des produits agricoles sécanières américains supplémentaires, quelque chose de suffisamment vague pour habiller une capitulation en victoire. Les agents douaniers arrivent discrètement dans les guérites. Le pont ouvre. Carney ne dit rien. Il laisse Trump avoir sa fausse victoire et garde la vraie. Le deuxième scénario, le plus dangereux, l'escalade. Trump, humilié par le silence imperturbable de Carney, double la mise. Il désigne le pont comme une menace à la sécurité nationale par décret exécutif. Il mobilise la garde nationale pour bloquer les rampes d'accès américaines. Si cela se produit, les options canadiennes deviennent réelles et non plus implicites. Les flux énergétiques se contractent. L'ambassadeur canadien à Washington est rappelé pour consultation. Le Midwest américain entre en récession énergétique. Les années 1930 et la guerre commerciale Smoot-Hawley commencent à ressembler à un précédent inquiétant. Le troisième scénario est une carte sauvage. Carney utilise cette crise comme accélérateur d'une diversification commerciale stratégique. Il annonce un renforcement des accords dans le cadre de l'AECG avec l'Union européenne et engage des discussions sérieuses avec des partenaires de l'Indo-Pacifique. Ce ne serait pas une rupture, ce serait un signal, puisque la fiabilité américaine ne peut plus être tenue pour acquise. Le Canada diversifie structurellement ses dépendances commerciales. Un divorce en termes d'exclusivité, si ce n'est pas en termes de relations. Il y a eu un moment, hier, qui résume toute la psychologie de cette confrontation. Des journalistes ont intercepté Carney à sa sortie du Parlement à Ottawa. Un correspondant lui a crié une question sur la possibilité de tarifs américains sur les péages du pont. Carney s'est arrêté. Il n'a pas souri. Il a dit, avec la précision d'un homme habitué à lire des bilans en crise, « Le béton est sec, le pont est construit, nous l'ouvrons. Si les Américains décident de venir travailler, c'est leur choix. » Puis, il est télémonté dans sa voiture. C'est une phrase qui aurait été impensable dans la bouche d'un Premier ministre canadien il y a 10 ans. Le Canada a longtemps gouverné sa relation avec les États-Unis dans la peur d'être qualifié d'anti-américain, marchant perpétuellement sur des œufs diplomatiques. Cette posture semble terminée. Ce que nous regardons n'est pas seulement une dispute commerciale sur un pont.
Nous regardons la fin d'un mythe, le mythe que les États-Unis et le Canada fonctionnaient comme un espace économique intégré, gouverné par des règles partagées et mutuellement respectées. Ce mythe a pris fin cette semaine, et dans sa chute, il emporte avec lui une certaine vision de la puissance américaine, celle d'un pays capable d'exercer son leadership sans sacrifier ses propres intérêts économiques sur l'autel de calculs politiques à courte vue. Le pont Gordie Howe est de l'acier et du béton. Mais ce qui se joue autour de lui est une question d'ordre mondial. Mark Carney est peut-être en train de montrer au reste du monde la méthode pour gérer une Amérique qui a choisi la coercition sur la coopération. Ne pas paniquer. Identifier le vrai levier. Attendre que la pression économique fasse le travail. Et si on vous demande si vous avez peur, ajustez votre bouton de manchette et montez dans votre voiture. Alors posez-vous cette question. Si vous étiez à la place de Carney, est-ce que vous fermeriez la valve? Est-ce que cette confrontation peut se terminer sans que l'un ou l'autre n'accepte une défaite visible? Dites-le dans les commentaires, parce que ce qui se passe dans les prochaines 48 heures va déterminer l'architecture commerciale de l'Amérique du Nord pour la prochaine génération. Abonnez-vous et activez les notifications parce que cette histoire évolue en temps réel et que chaque heure compte.